comment j'ai fait pour venir étudier à Taïwan. Yeah, yeah. The world is so small till it ain't. Yeah, I'm building up a wall till it break. She hate it when I call and it's late. I don't wanna keep you waiting. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'en profite pour faire une vidéo pour t'expliquer comment j'ai fait pour venir étudier à Taïwan. La réponse c'est simple, j'ai juste fait un échange universitaire. Quand tu vas à la fac et que tu es en première année, tu as le choix, en tout cas LEA, mais je sais que si tu es dans une autre licence, tu peux aussi faire des échanges en L2 ou en L3. Et moi, j'ai postulé à mon deuxième semestre de L1 pour venir à mon deuxième semestre de L2. Donc, je suis là que pour 5 mois. Enfin, c'est un peu plus de... Ouais, normalement, c'est 6 mois, mais là, c'est vraiment 5 mois. Je suis arrivée en début février et je repars à la mi-juin. Et du coup, je passe 5 mois à Taïwan. Alors, pourquoi Taïwan? Tout simplement parce que j'apprends le chinois, les gars. Je suis en licence d'anglais chinois et mon anglais, il est ouf. Et mon chinois, je vous parle vraiment pas de mon niveau en chinois. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de venir étudier ici, tout simplement. J'avais le choix de partir soit en Chine, soit à Taïwan. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les contrats pour venir étudier en Chine, ils n'étaient pas encore signés, c'était pas encore bien organisé et ça ouvrait que à partir de L3. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste postulé pour Taïwan et j'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé grand chose sur Taïwan. Alors que pourtant, vraiment, c'est vraiment trop bien. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'infos. Je sais pas pourquoi peut-être qu'il y a pas beaucoup de gens qui font des échanges ici et ils en parlent pas. Mais moi, je vais en parler parce que c'est vraiment super et franchement, je trouve qu'il y en a plein qui passent à côté alors que franchement, c'est une superbe opportunité d'étudier ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu viens étudier à l'étranger, que tu fais un échange à l'étranger, c'est pas pris en charge par Erasmus. Parce que Erasmus, c'est en Europe, mais moi, je suis partie hors Europe. Donc, il y a 3 choses qu'il faut savoir. 1, il faut du cardio. Il faut vraiment du cardio, de la concentration et du courage, vraiment, parce que ça va pas être simple. Les démarches administratives, les examens médicaux, il faut vraiment avoir du cardio parce que toutes les démarches et tous les papiers que tu dois rendre, vraiment, c'est chiant, c'est fatigant et c'est hyper important. Il faut rien négliger, vraiment. Faut être carré, il faut vraiment être carré. Et moi, je suis contente parce que je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à le faire en 3 mois, je crois, ou 2 mois. Faut savoir que un départ pour l'étranger, généralement, ça se prépare 1 an à l'avance. Donc moi j'ai postulé en juin. Je suis arrivée en fait ici en février 2025. C'est pas vraiment 1 an, mais c'est par rapport au semestre. Donc si tu veux partir au semestre 1, c'est-à-dire que si tu veux partir en début de L2, donc en septembre de L2, il faut que tu t'y prennes à l'avance. Donc en septembre de L1, dès que les plateformes elles ouvrent, il faut que tu postules. Ça se passe en différentes étapes. Je sais pas pour Erasmus. Enfin, si, je sais pour Erasmus parce que j'ai postulé, mais c'est un peu le même délire, mais c'est pas tout à fait les mêmes conditions. Tu postules, tu choisis ta destination en fonction du coup des langues que tu fais ou du pays qui t'intéresse. Tu regardes un peu les partenaires qu'ils ont ta fac et tu vois un peu qu'est-ce qui t'intéresse toi et tu prépares une lettre de motivation. Les gars, la lettre de motivation, préparez-la en avance. Ne la faites pas à la dernière minute, préparez-la en avance parce que c'est long et c'est chiant. Vous avez différentes étapes à faire. Ça dépend le pays dans lequel vous allez. Là, je veux vraiment vous parler de Taïwan spécifiquement parce que c'est pas tout à fait pareil si tu pars aux États-Unis, si tu pars en Angleterre ou si même en Chine, je suis pas sûre que ce soit totalement pareil. Donc, pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement postulé en ligne. Donc, ils m'ont demandé un tas de documents. Ils m'ont demandé de remplir mes informations, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, blablabla. Ils m'ont demandé de remplir 3 destinations. Vœu numéro 1, j'ai mis Taïwan. Et en deuxième vœu, j'avais mis, je crois, les États-Unis. J'avais mis 2 universités des États-Unis. Mais je savais pertinemment que j'allais pas aller puisque le programme... j'avais pas les sous, voilà. Donc, j'ai postulé quand même, on sait jamais, mais voilà, j'ai mis Taïwan en numéro 1. Ensuite, le truc qu'il va falloir faire vraiment en avance, avant même que tu aies fini de postuler, c'est contacter ton référent. C'est-à-dire que selon les facs, en fait, selon le pays ou le secteur de langue, en fait, dans le pays dans lequel tu vas partir, genre par exemple, il y a un groupe pour les pays hispaniques, il y a un groupe pour les pays anglophones et les pays sinophones. Et en fait, chaque groupe, en fait, a différents référents. Et ces référents, c'est ceux qui vont valider en fait ta demande. Parce que si t'as pas des référents, en tout cas dans ma fac, si t'as pas de référents, tu pourras pas signer ton contrat de mobilité, tu pourras pas signer tes papiers si t'as des questions et tout. Enfin, vraiment, il faut trouver le référent. Et même si le référent, c'est pas un de tes profs que tu le connais pas, vraiment, contacte-le dès le début. Dès que tu sais que les plateformes elles sont ouvertes, dès que tu sais qui est le référent qui s'occupe de, là en l'occurrence le groupe Sinophone, tu envoies un message, tu envoies un mail, tu n'attends pas. Et si t'as pas de retour 2 ou 3 jours après, ben tu relances jusqu'à que tu aies des retours. C'est hyper important parce que j'en connais qui ont
attendu ou qui à la dernière minute, genre vraiment avant que la plateforme ferme, généralement t'as 1 ou 2 mois pour postuler et juste avant la plateforme, il y en a qui se retrouvaient embêtés parce qu'ils n'avaient pas de signature ou des trucs comme ça. Et si t'as pas de signature, si t'as pas fait ton contrat d'études, je vais t'expliquer ce que c'est après, t'es dans la mouise, ça va vraiment être compliqué. Donc vraiment, d'abord, tu prépares ta lettre de motivation et tu prépares ton projet. Tu cherches les excuses de pourquoi tu as envie de faire un échange. C'est vraiment important dans ta lettre de motivation que tu montres que tu as un projet et que tu vas pas juste pour aller en vacances en Espagne ou je sais pas où. Donc vraiment, lettre de motivation. Ensuite, tu contactes ton professeur référent. Tu lui expliques du coup ton projet, ce que tu souhaites faire. Tu parles avec lui et t'essayes vraiment. Il faut avoir une bonne relation avec son référent parce que si t'es dans la mouise, si tu viens dans un pays étranger et que genre t'as des galères avec tes contrats d'études ou tes machins, si tu galères vraiment, ta seule clé ce sera lui. Les relations internationales de ton université. Selon ton université, ça dépend de ton université, je pense. Mais les relations internationales, elles vont pas t'aider. Elles sont pas là pour ça. Donc c'est vraiment ton professeur référent à qui tu vas poser toutes tes questions, tes machin et qui va t'aider à, s'il est gentil, parce qu'ils sont pas obligés de faire ça, qui va t'aider à trouver des cours parce que vraiment, vous savez même pas comment c'est galère de trouver des cours, de choisir des cours sur des plateformes de pays différents. En Chine ou à Taïwan, c'était encore plus chaud. Il faut vraiment que vous ayez une bonne relation et qui vous aide. Genre vraiment qui répondent à vos questions, qui vous rassurent, etc. Parce que malheureusement, quand tu pars en échange et que t'es à la fac, tu seras pas accompagné. Tout le taf, c'est toi qui vas le faire et tu vas le faire tout seul. Et si tu le fais pas, tout simplement, tu pars pas. Donc vraiment, soyez prêts. Soyez prêts parce que quand je dis que c'est cardio, c'est vraiment cardio. Une fois que tu as ta lettre de motivation et ton référent, tu continues à remplir selon les procédures. Il y a une première présélection, dans le sens où ta première sélection, tu vas mettre tes informations, tes notes et tes destinations, ta lettre de motivation, ton projet d'études. Ton projet d'études, c'est quoi? C'est tout simplement les équivalences que tu vas prendre à l'étranger. Dans le sens où moi, je partais à Taïwan, donc je suis en LEA, en L2. Je pars au second semestre. Donc, il fallait que je me prépare en amont pour avoir le programme du second semestre de L2 pour pouvoir savoir quels équivalents j'allais choisir. En l'occurrence, je savais qu'il y avait de l'anglais, du chinois et peut-être une troisième langue si je pouvais choisir. Mais surtout par rapport aux majeurs qu'il faut pas rater. Il y a des majeurs, en fait, t'es obligé d'avoir des équivalents parce que si tu les as pas, c'est compliqué. Le contrat d'études, je crois qu'il faut minimum 18 crédits. Donc, il va falloir que tu vois en fonction des blocs. Je crois qu'en France, c'est 6 par 6. Mais à l'étranger, c'est différent. Moi, je sais qu'ici à Taïwan, dans l'université dans laquelle je suis, t'as des blocs qui ont 1 crédit, d'autres qui en ont 2, d'autres qui en ont 3, d'autres qui en ont 4. À toi de t'organiser pour que tu fasses 18 crédits. Sache que tu vas te prendre la tête à faire un contrat d'études. Tu vas passer des heures et même des jours et même des semaines devant ton ordinateur pour trouver les bons cours et tout. Si c'est rapide pour toi, tant mieux. Mais moi, j'ai mis plusieurs jours et c'était vraiment chiant et long. Je suis venue ici et mon contrat d'études actuel et celui que j'avais soumis lors de ma candidature n'a absolument rien à voir. Vraiment rien à voir. Donc, sois prêt pour ça parce que c'est vraiment frustrant. Tu t'es fatigué de ouf et au final c'est pas ce que tu vas faire. Donc aussi sois plutôt relax par rapport à ça. La solution, comment on fait? Parce que moi je cherchais des gens qui parlaient de l'organisation, je cherchais des gens qui expliquaient comment on fait pour trouver des cours. Et c'est tout simple. Enfin non, c'est pas simple, c'est prise de tête, mais voilà. Première chose, vous allez sur le site de la fac en question. Donc vous tapez ma fac c'est Tsinghua, marqué Tsinghua université à tel endroit, etc. et j'ai juste cherché sur leur site en ligne. Quand t'arrives sur leur site en ligne, ça sert à rien d'aller chercher dans les blocs cours machin. Parce que certains pays en Europe, c'est bien expliqué, mais personnellement, pour l'université où je suis actuellement, j'ai rien compris. Mais rien compris. En plus, c'était en chinois, fallait que je traduise et tout. J'ai rien compris. Et puis même après avoir traduit, je comprenais toujours pas. Le site, il était en anglais et je trouvais pas. Je savais pas où étaient les infos. Vous prenez pas la tête. Il y a des emails, il y a des contacts. Vous envoyez tout simplement un mail en expliquant à votre interlocuteur. Je pense que c'est soit ça va être un secrétariat ou ça va être je sais pas moi, si vous arrivez à trouver les relations internationales. Franchement, si vous arrivez à trouver les relations internationales de votre université d'accueil, pépite, parce que après c'est eux qui vont s'occuper de vous. Donc vous leur envoyez simplement un mail pour avoir des informations selon votre cursus tout simplement et les cours que vous voulez choisir et comment on fait pour les trouver. Et soit ils sont super gentils et genre en mode ils vous répondent et ils vous disent c'est là, faut aller chercher dans tel endroit, soit carrément ils vont tout simplement vous envoyer en fait. Parce que à l'étranger, selon le pays où vous vous trouvez, c'est pas forcément les mêmes systèmes. Ici le système à Taïwan, c'est un peu le même système, un peu le même délire qu'aux États-Unis dans le sens où tu choisis différents cours selon ta majeure, selon ton truc, etc. Donc vraiment, t'as un tronc à respecter, mais tu choisis un peu à droite, à gauche. Et ça, je l'ai su uniquement quand je venais ici. C'est-à-dire qu'en fait, en France, t'as ton semestre de LEA, de L2, tu sais qu'il est là, comme ça, tu vas suivre tel cours. À l'étranger, c'est pas forcément pareil.
Et c'est pas forcément facile de trouver des équivalences. Je sais pas si t'es en droit ou si t'es dans une autre majeure, une autre licence et que tu dois trouver des cours correspondants, c'est beaucoup plus difficile que si tu dois simplement prendre des cours d'anglais et de chinois. Donc vraiment, vous cassez pas la tête, envoyez juste des mails. Vous dites voilà, que vous êtes un futur étudiant d'échange, que vous devez avoir un premier aperçu sur les cours qu'ils proposent, que vous galérez à trouver un peu et que vous voulez en fait des renseignements, s'ils peuvent vous aider à trouver. Vous dites que vous êtes genre, je sais pas moi, vous êtes en LEA, donc Foreign Language ici. Si vous êtes en médecine, vous dites que vous êtes en biologie, je sais pas quoi. Si vous êtes en ingénierie, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de trucs. En fait, ici, c'est trop vaste. C'est trop vaste. Donc vraiment, un conseil, écrivez un mail aux relations internationales de l'université d'accueil. Voilà, pour vous aider. Ça vous fera gagner un temps de fou. Et vous serez moins frustré. Parce que quand après, vous allez devoir faire la sélection de vos réels cours, une fois que vous serez arrivé ici, ce sera plus facile, ce sera sûrement les mêmes. Et après, ce sera juste une question d'emploi du temps, des heures, des machins, des ça, des ci, des ça. Donc, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, une fois que vous avez fait votre contrat d'études, vous devez le faire signer par votre référent. Et c'est à votre référent de vérifier et de voir si les cours ils correspondent bien aux équivalences que vous devez suivre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une bonne relation avec son référent et être ok que vous soyez mis au courant et que il t'a bien expliqué les cours que tu devais prendre, etc. Que ça corresponde bien et surtout que ça soit carré avec le secrétariat. N'oubliez pas les gars, votre secrétariat c'est important parce que si votre secrétariat il valide pas, c'est KO. Donc au préalable, moi je te conseille d'aller à ton secrétariat, tu demandes simplement le deuxième semestre de L2 ou le semestre de L3 ou le semestre dans n'importe si t'es en master, le semestre dans lequel tu pars, tu demandes le programme et tu vois avec ton référent si tu peux trouver des équivalents. Ensuite vous devez faire signer et une fois que vous avez signé, le prof il a signé, vous pouvez enfin déposer sur la plateforme. Il se peut, moi on me l'a pas demandé. Si vous n'êtes pas en LEA, si vous apprenez pas l'anglais, il se peut qu'on vous demande de passer des tests d'anglais. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que je suis en LEA et donc j'étais en deuxième année et je pouvais justifier d'un niveau B2 parce que c'est un minimum de niveau B2. En tout cas, si vous partez à Taïwan, les gars, vos cours ils seront jamais en français. Il y aura pas un mot de français à part si vous prenez des cours de français et encore, je pense que vos cours ils seront en chinois, mais il n'y a pas zéro français, vraiment zéro. Donc il faut le savoir aussi. Si tu pars à l'étranger, si tu pars dans un pays hors Europe, l'anglais. Et c'est pas un anglais en mode hello. Parce que moi aussi, je pensais que c'était un anglais en mode hello, tu pouvais t'en sortir. Les gars, les cours, ils sont en anglais. Donc, à voir. Moi, ils m'ont pas demandé. J'ai juste eu à déposer une attestation que j'avais demandé auprès de mon secrétariat. Une attestation de langue, comme quoi j'avais bien un niveau B2, blablabla. Et après, c'est passé direct et on m'a pas demandé de niveau chinois parce que j'étais en L1 à ce moment-là. Je venais de commencer le chinois, donc j'avais pas plus qu'HSK1. J'étais en train d'apprendre sur HSK2. Non, mais c'était bancal, donc on m'a pas demandé. Si par contre vous partez en Espagne ou au Portugal ou des trucs comme ça, il se peut en Erasmus. C'est pas le même organisme, attention. Erasmus, il se peut qu'on vous demande un test de langue. Et si vous devez passer des tests de langue, soit vous les passez de votre côté à l'extérieur, vous débrouillez pour trouver des tests de langue, mais souvent en début d'année, c'est pour ça qu'il faut se renseigner auprès de son université dès le début, être carré avec ton projet. Vraiment, va chercher toutes les infos comme ça, au moment de postuler, t'es prêt. Parce que sinon après, c'est KO. Donc ton université, normalement, des fois, il y a des trucs qui s'appellent CDL, en tout cas ma fac ça s'appelle comme ça. C'est pour faire passer les aptitudes, les tests de langue. Et si tu t'inscris pas et que tu loupes les dates, c'est KO et tu dois te débrouiller. Et c'est vraiment dommage parce que souvent on donne pas l'info. Donc vraiment renseigne-toi auprès de ton université si t'es dans une autre licence et que tu fais pas une licence de langue et t'as envie de partir à l'étranger et qu'il faut que tu justifies, genre pour l'Angleterre par exemple. Ou mais après l'Angleterre c'est un peu différent parce que eux ils demandent vraiment si c'est pas TOEFL, TOEIC ou un truc comme ça. Mais si c'est vraiment des petits tests de langue etc, ta fac elle en organise et c'est peut-être mieux de passer par ta fac que de payer de ton côté. Voilà. Donc notes, lettre de motivation, contrat d'études et parfois ils peuvent demander un CV. Voilà. Moi, ils m'ont demandé mon CV, je l'ai mis. Ensuite, une fois que tu as postulé, tu attends environ 2 mois, 2-3 mois. Et au bout de 2-3 mois, je pense que tu auras une réponse. Si ta réponse elle est négative, je sais pas combien de temps ça prend, mais en fait, ça part par une première sélection, dans le sens où le bureau des relations internationales de ta fac, ils vont évaluer si ton dossier il est bien ou s'il est pas bien, pour savoir si ils peuvent proposer votre dossier à l'université. C'est pour ça qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs steps et c'est pour ça que ça prend du temps. Donc c'est eux qui vont vous évaluer. Et les gars, franchement, si vous avez pas un bon dossier, genre par rapport aux notes, parce que je sais que les notes ça fait très peur. Moi, je pensais au début que les Erasmus et les échanges universitaires, c'était vraiment pour les étudiants qui avaient 20 sur 20 partout et qui étaient super forts en langue. Le but dans ta lettre de motivation, c'est pas que t'écrives je m'en sors pas ou j'ai un mauvais niveau en langue et du coup je veux évoluer et je veux pratiquer. Faut absolument pas dire ça.
Faut absolument pas dire ça. Au contraire, que tu dises que oui, j'ai les bonnes capacités, les bonnes aptitudes, je suis à l'aise dans cette langue et en mode je veux pratiquer, je veux faire évoluer mon anglais, mais en mode quand tu postules là, à l'aide de motivation, il faut pas que tu dises que t'as des difficultés ou quoi, parce que techniquement ils savent déjà que tu parles pas bien la langue, etc. Mais le plus important, c'est que tu puisses suivre les cours, parce que non seulement tu dois suivre les cours, mais tu dois répondre du coup aux évaluations, aux examens, et tu dois valider ton semestre. L'objectif, il reste toujours le même. Donc, si tu penses que t'as pas des bonnes notes, franchement, faut pas que ce soit un frein. Faut pas que ce soit un frein pour partir. Genre, je sais pas, moi, si t'es dans je sais pas si t'es en droit ou si t'es dans une autre licence et que t'as pas forcément un bon niveau en espagnol ou t'as pas des super notes ou t'es moyen en espagnol ou en anglais ou en chinois, ce que tu veux, postule, on sait jamais. Postule, parce que moi j'ai eu la chance de ma vie. Je pense que j'ai postulé dans un moment creux, il n'y a pas eu beaucoup de candidatures parce que généralement il y a très peu de place pour selon les destinations, et j'ai réussi à partir, on m'a quand même prise. Donc vraiment les gars, foncez, ne vous mettez pas de frein, vraiment foncez. Si votre candidature elle est refusée au moment où vous avez postulé, voilà. Et moi j'ai postulé, je pensais vraiment pas que j'allais être prise et j'étais choquée d'apprendre que j'ai été prise et je suis là actuellement alors que j'y croyais absolument pas. Donc vraiment postulez. Si t'as envie, fais-le. Et même si t'as pas envie, si t'es un peu tu te dis pourquoi pas et tout, si t'es sur cette vidéo là, c'est que t'as envie. Donc franchement fonce. Une fois que t'as postulé et que ils examinent ta candidature, ils te donnent une réponse aux alentours de 2-3 mois. C'est hyper long. Et si t'as pas de réponse, relance-les, parce que moi je les ai relancés en octobre alors que j'avais postulé en juin. J'avais pas de réponse. Je savais pas si mon dossier avait été validé ou pas. Donc vraiment relance-les, et une fois que t'as ta réponse, là ça commence à être caliente, à être un peu chaud. C'est-à-dire qu'ils vont t'envoyer, voilà, votre candidature a été sélectionnée pour telle université. Généralement, c'est bon signe. Mais ça peut aussi être mauvais signe, parce que ça veut juste dire qu'ils vont envoyer ton dossier à l'université partenaire. Si l'université partenaire elle décide de pas prendre ton dossier, c'est mort. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as un premier oui que la deuxième sélection ça va être oui aussi. Tu peux tomber sur un non. Donc on ne sait jamais. Mais techniquement, si t'as validé la première sélection, c'est que potentiellement la deuxième elle est bonne. Le truc c'est quoi? C'est que financièrement, si tu dois te financer, si tu dois faire des recherches pour les bourses, si tu dois commencer à économiser, il faut vraiment s'y prendre en avance. Si tu sais que dans ta tête, tu as le projet de partir en échange à l'étranger, économise, mais à partir du moment où tu postules, économise à fond. Parce que je le savais pas, mais quand j'ai postulé, j'étais encore en train de payer mon permis. À ce moment-là, j'étais encore boursière. Mais ce que je savais pas, c'est que l'année d'après, j'allais pas être boursière, de 1. Et de 2, quand tu pars à l'étranger, quand tu pars en dehors de Erasmus, si t'as pas la bourse en tout cas en Ile-de-France, c'est l'AMI, l'aide à la mobilité internationale. Si t'as pas d'aide de ta région parce que t'es pas boursière, parce que X ou Y, tu dois te financer seule. Si ta fac d'accueil ne propose pas de bourse, tu dois te financer seule. Donc moi, je devais me financer seule. Je faisais des recherches un peu de bourse, de machin, Et honnêtement, j'ai vite compris que c'était KO pour moi. Donc vraiment, économise vraiment à l'avance. Mais vraiment, prépare-toi. Ensuite, une fois que tu as ta première acceptation, la seconde acceptation, généralement, va arriver 1 mois après. Moi, en tout cas, il me semble que c'était ça. 1 mois et quelques après, ils ont commencé à prendre contact avec moi. Et moi, dans ce laps de temps, entre le temps où j'ai compris que j'ai été sélectionnée et le temps où mon université d'accueil m'a contactée, j'étais en panique totale parce que j'étais en mode mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais, Deuxième sélection, c'est pas fini. Si ton université d'accueil elle t'accepte et qu'elle te dit oui, vous êtes bienvenue, en mode vous avez été accepté, tu vas recevoir un courrier, donc un mail des relations internationales, mais ça s'arrête pas là. Il va encore falloir que tu envoies des documents, que tu répondes à certains prérequis, ils vont te poser des questions, ça veut dire que la première sélection là où t'as bataillé à avoir des documents, tu vas devoir la revivre une seconde fois. Donc c'est pour ça, garde tes documents, fais un dossier où tu sais que ça c'est pour ton échange, parce que tu vas en avoir besoin plus de 2 fois. Tu vas en avoir besoin pour ta première sélection, pour ta deuxième sélection, et une fois que tu vas arriver, pas tout à fait une fois que tu seras sur place, mais on sait jamais. Donc garde tes documents. Toujours garder ces documents, ça t'évitera de faire des recherches et de perdre du temps inutilement. Ensuite, sache que la personne qui va te contacter, en tout cas pour moi ça a été la personne des relations internationales d'ici, de Tsinghua, du coup, c'est la personne avec qui j'étais tout le temps en relation, pour tout et n'importe quoi. Donc, quand on te demande d'envoyer des documents, envoie-les à temps. Ne les envoie pas à la dernière minute, s'il te plaît. Envoie-les à temps. Si on te demande des photos, parce que moi, on m'a demandé des photos, faut pas envoyer n'importe quelle photo. Faut pas envoyer des photos quand t'es en vacances ou quand t'es en machin. C'est les mêmes photos qu'on va te demander quand t'es rentré à l'université. Donc, envoie juste une photo de ta tête avec un fond blanc et c'est carré, genre. Faut pas chercher trop loin. Ensuite, pour tout ce qui est renseignement, moi, j'étais très stressée. J'avais pas d'infos. J'allais chercher sur Internet. Je me demandais comment j'allais faire pour me loger, etc. Je posais 10 000 questions. Sache que chaque réponse, tu les donneras vraiment dans les temps. C'est-à-dire que, c'est incroyable, ils m'ont contacté quand on était au mois de décembre.
C'est en janvier que j'ai eu ma lettre d'admission et je devais partir en février. Donc les gars, je vous dis pas là, le stress et la pression que ça m'a mis, et j'avais zéro info, je savais rien, et le peu d'informations que j'allais recueillir auprès des relations internationales, en vrai c'était des lignes générales, j'avais aucune idée dans quoi j'allais m'embarquer. Et techniquement, je pense que un peu dès le début, ils vont vous dire que vous avez un tuteur, un professeur référent aussi du coup du côté de la fac qui t'accueille quoi. Mais à ce moment-là, c'est pas sûr qu'ils te le donnent dès le début. Mais techniquement, t'es censé en avoir un, et si t'en as un, en vrai c'est plutôt pas mal, mais généralement tu prends contact avec lui une fois que t'es sur place. Donc vraiment, the conseil, économise tout le long. Ne te dis pas c'est mort, économise vraiment tout le long. Si t'as des questions vraiment, tu les poses aux relations internationales et tu les poses aussi aux relations internationales de l'université qui t'accueille, ils peuvent te répondre. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est que le professeur référent que tu vas avoir, peut-être qu'il peut te donner des contacts d'anciens élèves qui sont en L3 ou qui sont en master et qui sont encore dans l'université. Et peut-être que tu peux tout simplement le demander en mode des noms. Ou si tu peux savoir dans quel majeur ils sont, dans quel truc ils sont, etc. Si tu peux les trouver sur Insta ou quoi, vraiment, n'hésite pas à les contacter. Franchement, n'hésite vraiment pas à les contacter parce que généralement, ceux qui sont partis avant toi, ils viennent de revenir. Il y a des L3 qui venaient de revenir. Après, moi, personnellement, j'ai pas eu cette chance-là d'être tombée sur des gens qui étaient partis à Taïwan ou quoi. Je sais qu'il y a des L3 qui revenaient d'Angleterre et après, il y avait des personnes qui voulaient partir en Angleterre. Donc, ça matchait, c'était parfait, quoi. Donc, vraiment, essaye de voir avec ton professeur référent si tu peux pas avoir des contacts comme ça. Ça peut être un chips et ça peut être genre assez agréable pour avoir des petites infos sur les logements, sur les machins et tout. Vraiment, voilà. À partir de décembre, c'est là que ça commence réellement. Typiquement, à ce moment-là, tu sais que tu pars. Parce que moi, je suis partie du coup février, juin. Deuxième semestre, je savais que je partais. Maintenant, à ce moment-là, ta mission, à partir du moment où les relations internationales t'ont dit que tu avais été sélectionné pour qu'on soumette ton dossier à l'université partenaire, à ce moment-là, le seul truc que tu dois faire, c'est être focus sur ton premier semestre et le valider absolument. Ça t'évitera une montagne de problèmes et de stress inutile. Ça veut dire que tes premiers partiels là, ils sont en novembre. Les partiels de novembre, il faut que tu les aies validés. Les premiers partiels, ton premier semestre, tu peux pas le louper. Il faut pas que tu le loupes. Parce qu'on sait jamais dans quel pays tu vas. On sait jamais dans le pays dans lequel tu vas comment ça va se passer au niveau des cours, au niveau des machins, etc. Parce que, en vrai de vrai, ce qui va te faire échouer, c'est pas tes notes, c'est l'organisation. Vraiment, c'est hyper important. Moi, j'en avais conscience, j'ai essayé de faire et j'ai échoué. Donc vraiment, il faut pas que tu te loupes. Ton premier semestre, tu dois le valider absolument. Il faut pas qu'il y ait de rattrapage, il faut pas qu'il y ait de machin, etc. En tout cas, c'est un conseil. Après, peut-être que tu peux t'arranger avec ta fac, etc. Mais moi, je sais que moi, les rattrapages, je pourrais pas y avoir accès vu que pendant le rattrapage, je suis là. Donc vraiment, pour ne pas avoir de stress, pour être ok, pour être carré, pour que tu kiffes ton semestre, que sans pression, pour que tu sois bien, valide le premier semestre, comme ça, après, tu sais que t'es tranquille. Ensuite, si t'as des questions par rapport aux validations, par rapport au ceci, au machin, ou comment ça se passe à l'étranger, tu contactes le service pédagogique de ton UFR. Tu contactes ton secrétariat. Si le secrétariat n'a pas l'info, vraiment, service pédagogique, ils sauront t'apporter toutes les réponses que tu veux. Tu prends un rendez-vous avec eux, tu leur exposes tout ce que t'as. Vraiment, il faut vraiment partir genre sans problème. Il faut qu'on te demande rien. Parce que quand t'es pas là, quand tu pars en second semestre, c'est comme si t'existais plus, genre. C'est comme si vraiment, il faut que tu te détaches. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai fait. Je me suis cassé la tête à vraiment pour que tout soit carré avant que je parte, que j'ai pas de prise de tête, que juste en fait je vienne, que je sois focus sur les problèmes que j'ai ici en tant qu'étudiant d'échange, parce que c'est pas le même système et des fois c'est plus simple, hein. Franchement, moi par exemple je suis à Taïwan, c'est plus simple qu'en France, mais il faut anticiper, parce que si t'es à l'étranger, tu parles pas forcément la langue, etc. C'est pas le même, ça va te demander du temps et de l'énergie, donc si tu peux te débarrasser de ça, fais-le. Ensuite, selon la période où ils t'envoient les papiers, les machins, il faut que tu anticipes aussi les examens médicaux. À Taïwan, on m'a demandé de fournir une radio de mes poumons et un rapport comme quoi j'avais pas la tuberculose et un bilan complet de santé. Faut pas attendre la dernière minute pour faire ça. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai pu le faire un mois avant. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, dès que tu sais vraiment, dès que t'as ton professeur référent et que tu sais que ta demande elle a été validée, commence vraiment à prendre tes rendez-vous à ce moment-là. Je pense que si tu pars au second semestre, commence à prendre tes rendez-vous en octobre en vrai de vrai. Parce que tu n'auras jamais tes rendez-vous comme tu veux. Après, ça dépend si tu payes ou pas. Si je peux te donner un conseil pour le médecin généraliste, etc. Si t'en as pas, si t'es comme moi et que t'es trop loin de ta ville ou quoi, il y a un service dans toutes les universités de France, un service de santé, je sais pas quoi. Généralement, c'est le bâtiment où il y a les infirmières, les psychologues. Tu demandes un rendez-vous avec le médecin de la fac, tout simplement. Et c'est le médecin de la fac qui va te prendre en charge et qui va te donner les prescriptions pour que tu puisses aller faire tes examens dans les hôpitaux. Et généralement,
généralement, il y a des chances pour que tu payes pas. Parce que si tu vas faire ta radio tout seul, tu vas devoir payer. Même si tu as une assurance et qu'ils peuvent te rembourser après, c'est peut-être plutôt pas mal de... Voilà. Donc, je dis ça, je dis rien. Si t'as un médecin généraliste qui s'occupe de toi, très bien. Mais si tu peux passer par la fac et avoir les examens gratuits, en vrai, tant mieux. Et puis, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, moi, je pensais que c'était juste un examen, une radio. Et puis après ma radio, il a fallu que j'aille faire un scanner et un machin et un truc. Ça a été la panique à bord. Et ça m'a coûté un bras. Donc, les gars, faut s'y prendre en avance. Et... quand tu prépares ton budget pour partir à l'étranger, dans ton budget, compte un budget aussi pour la santé. C'est hyper important parce que les examens médicaux, ils rigolent pas avec ça. Et surtout, ma fac, ils m'ont envoyé un papier sur comment ils voulaient que les choses elles soient signées, etc. Il faut vraiment qu'il y ait toutes les informations et qu'elles soient traduites en anglais. Peu importe le pays dans lequel tu pars, il faut que tes informations de santé soient traduites en anglais. Donc si c'est dans le sens où tu te le fais sur Google Traduction, tu te l'envoies par mail, bah tu le fais. C'est hyper important parce que si jamais tu as un problème de santé ou quoi et que tu viens à l'étranger, que tu as un problème, que tu dois aller à l'hôpital ou quoi, il faut que tu puisses présenter des documents. C'est hyper important et il faut surtout qu'ils puissent le comprendre. Donc, voilà. Une fois que tu as passé la période des examens de santé et tout le stress qui va avec, ah bah c'est l'heure de prendre le billet d'avion, de commencer à chercher ses logements, tout ça. Donc moi j'ai eu de la chance, c'est que mon université elle proposait des dortoirs. Donc j'avais pas de prise de tête par rapport à ça. Moi ce qui me prenait vraiment la tête c'était j'avais du mal à comprendre comment je devais payer etc. Et comment ils étaient les dortoirs et comment on se faisait pour s'inscrire etc. J'étais vraiment stressée de la vie. Ça veut dire que j'envoyais tout le temps des mails par rapport à ça. Sache que l'université c'est des pros genre en mode ils ont déjà fait ça avant. Donc si t'as pas l'info tout de suite c'est que ça se fait pas maintenant. Faut quand même demander. On sait jamais parce que des fois il y a des délais, des fois il se peut qu'il y ait des plateformes où tu dois t'inscrire, etc. Donc il faut, on sait jamais, demande. Donc, pour les logements, je pourrais pas vous dire par rapport aux logements extérieurs à l'université parce que j'en ai pas. Je connais des gens qui ont pris, mais je sais que tu peux d'abord prendre un dortoir. Par exemple, tu viens sur place et si le dortoir il te plaît pas et que vraiment tu veux un appartement, à ce moment-là tu pourras peut-être trouver un appartement si tu cherches, si tu veux vraiment un endroit où vous recherchez que je peux te conseiller, c'est Facebook. Après, j'ai pas expérimenté, je peux pas trop parler là-dessus. Mais je sais que Facebook, tu tapes les Français à Taïwan, les Français à Taipei, les Français dans ta ville à Taïwan ou dans un autre truc. Où tu cherches les étudiants d'échange dans la ville dans laquelle tu pars, des trucs comme ça, je pense que ça peut aider. Après, honnêtement, je sais pas si tu passes par des agences immobilières ou quoi ici, franchement, c'est plus complexe que ça. Mais après, il y a beaucoup de bouche à oreille et une fois que tu arrives à la fac, en vrai, tu as plein de contacts qui peuvent vraiment te renseigner. Par rapport aux documents qu'ils m'ont demandé absolument à fournir qui concrétisent ton inscription à l'étranger parce que tu dois t'inscrire en fait quand tu viens à l'étranger. Une fois que tu as été sélectionné et que ta candidature elle a été validée, il faut que tu t'inscrives une seconde fois. Et pour t'inscrire, il faut le certificat de santé qui prouve que tout va bien. Il fallait en tout cas pour moi une assurance qui couvrait au-delà de 300 000 euros. J'ai utilisé April, j'ai oublié le nom, April quelque chose, April voyage, April assurance, un truc comme ça, un truc pour les étudiants. J'avais payé un peu plus de 200 euros. Et il fallait quoi encore, je sais plus. Je crois qu'il fallait remplir un truc par rapport au dortoir. Honnêtement, je me souviens plus. Mais ça, c'était juste par rapport à l'inscription pour qu'ils valident ton inscription. Donc moi, j'ai rien eu à payer pour le coup, à part du coup les assurances, etc. Mais rien ce qui est en rapport avec l'université. Techniquement, tout ce que tu vas payer qui est en rapport avec l'université, les dortoirs, les machins, ce sera une fois que tu seras arrivé sur place. Ensuite, le visa, parce que là on part un peu vite là, on a fait toutes les démarches, examens, machin, t'as pris ton billet, tu sais que tu vas partir, ta famille elle est au courant. Ok, maintenant faut anticiper le visa, ça dépend où est-ce que tu habites. Moi je sais que j'étais en région parisienne, donc comment est-ce que je peux dire ça? J'ai eu le privilège de galérer, on va dire. Parce que dès que j'ai eu l'email de ma fac qui me disait que j'avais été prise, etc., j'étais trop contente. La première chose que je suis partie faire, c'est aller au consulat taïwanais pour aller demander comment ça se passe. Faut pas faire ça, les gars, parce que ça sert à rien. Ils vont vous remballer. Soit t'as de la chance, ils sont gentils et en mode ils vont te donner toutes les infos, ils vont t'accompagner, etc. Soit ils vont juste te dire, ma chérie, tout est en ligne. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils m'ont dit, c'est en ligne. Tout est en ligne, tout est expliqué en ligne. Donc franchement, ça sert à rien de déplacer, faire des kilomètres. Regarde en ligne. Par contre, le dépôt, selon le visa que tu demandes, il y a, en tout cas pour les étudiants d'échange qui restent moins de 6 mois, tu as 2 choix. Entrée simple et entrée multiple. Je crois que en Île-de-France, si tu fais par rapport au consulat de Paris, je crois que tu peux recevoir ton visa, je crois. Je sais plus, mais je crois que c'était une semaine ou un truc comme ça. Genre, il y avait une procédure d'urgence. Moi, j'ai eu affaire à la procédure d'urgence, mais pas parce que je le voulais. Pour avoir ton visa en 4 jours ou des trucs comme ça. Mais ça dépend. Ça prend 1 à 2 semaines pour recevoir ton visa et c'est plutôt rapide. Après, je sais pas. Ça dépend où est-ce que tu te situes en France. Et voilà. Donc, première étape,
tu vas sur le site officiel de l'ambassade, tout simplement du bureau taïwanais en France. Selon ta situation, si tu restes 1 an, si tu restes 4 mois, si tu restes 6 mois, ils détaillent tout par rapport au visa, les documents dont tu as besoin, etc., etc. Je me souviens plus trop des documents qu'ils m'ont demandé, mais le truc, le bémol qui ne collait pas, c'était le justificatif de revenus. Et oui, parce que tu as 2 choix. Si tu pars en tout cas moins d'1 an, soit tu peux tout simplement montrer ton attestation de bourse, comme quoi il y a bien une bourse qui va rentrer tous les mois de plus de 600 € ou égal à 600 €, je sais plus. En tout cas, il faut que tu aies minimum 600 € par mois. Il faut que tu justifies que tu aies de quoi survivre pendant tant de temps. Et en fait, tout simplement, pour faire la demande de visa, et ça, tu es obligé, il faut que tu aies ton billet d'aller et ton billet retour. Et en fait, c'est en fonction de ta date de billet retour qu'ils vont calculer combien en gros tu dois avoir par mois. Le minimum, c'est 600. Et moi, en fait, le bémol qu'il y avait, c'était que j'avais pas de justificatif de revenus vu que j'avais pas de bourse. J'étais pas boursière. Cette année, je suis pas boursière. Donc, je pouvais pas. Et puis, même si je suis boursière, c'était genre 0 bus. Donc, c'était pas 600 € par mois. Je pouvais pas les justifier. Ils te proposent, je crois, une attestation parentale comme quoi tes parents, ils signent comme quoi ils vont te verser minimum 600 € par mois ou qu'ils vont subvenir à tes besoins. Ou bien la troisième option que j'ai découvert vraiment à la dernière minute, tout simplement des relevés de compte. Il faut que tu montes ton relevé de compte bancaire, de dépôt et tes économies. Voilà. Et en tout, si tu restes moins de 6 mois, encore, moi c'était 5 mois. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'ai 2000, combien ? Je sais plus, c'était 2600 ou 2400 minimum. Il fallait que je prouve que j'ai 2600 ou 2400 sur mon compte. Et au moment où j'ai fait ma demande de visa, il n'y avait pas encore 2400 ou 2600 € sur mon compte bancaire. Voilà. Donc, faut préparer en amont parce que s'il manque un seul document, qu'ils ont demandé que tu l'as pas, tu l'as dans le baba. Ma star, tu l'as dans le baba. Moi, j'ai dû demander des acomptes à mes employeurs et j'ai eu de la chance, on me les a on les a validés, etc. J'avais expliqué, j'avais prévenu en amont et tout que j'allais partir, etc. Donc, j'ai pu fournir, du coup, c'est hyper important, il faut vraiment que vous ayez tous les documents, la photo d'identité, le certificat de scolarité, il faut que ce soit carré. Après, je sais plus ce qu'ils demandent encore, mais il faut vraiment avoir tous les documents parce que sinon, tu vas faire des allers-retours. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des allers-retours. J'avais pas forcément le temps de faire des allers-retours, donc si tu peux y aller qu'une seule fois, voilà. Ensuite, généralement, ils te prennent ton passeport, ils te donnent un récépissé, tu reviens. Moi, je suis revenue, j'ai pris la procédure d'urgence. Donc, je suis revenue 4 jours après ou 5 jours après. C'était 4 jours. Moi, je sais que c'était vraiment 4 jours. J'ai récupéré mon passeport avec le visa et c'était bon. Vraiment, ne faites pas ça à la dernière minute, ça va vous mettre du stress en plus pour rien. Voilà. Pour avoir le visa, il faut que tu aies ton billet d'avion retour. Donc, il faut que tu sois pris en avance. Il faut vraiment que tu saches quand est-ce que tu pars. Il faut vraiment, après, généralement, tu prends ton billet un peu quand c'est la fin des cours. Si tu veux rester plus longtemps, il faut que tu saches si ton visa il sera toujours valide ou pas. Sinon, il faut aussi que tu saches si tu comptes partir à l'étranger, en dehors du pays qui va t'accueillir. Il faut aussi que tu saches si c'est un entrée simple ou un entrée multiple, parce que moi j'ai pris entrée simple et je le regrette. Si t'as un passeport français, partir avec un visa entrée simple, en vrai, ça dépend combien de temps tu restes. Mais entrée simple, en vrai, ça va. Mais en fait, là, maintenant, la situation dans laquelle je me retrouve, c'est que si j'ai envie de sortir du pays, je suis obligée de calculer, avoir un petit peu peur parce que, je sais pas, je sais qu'avec le passeport français, techniquement, sur le territoire taïwanais, actuellement, je sais pas comment ce sera après, actuellement, tu peux rester 90 jours juste avec ton passeport français. Mais à chaque fois, tu dois ressortir, machin. Après, t'as le visa à entrée multiple qui est un peu plus cher. Mais je crois que tu peux sortir et rentrer, mais je crois que tu peux pas rester plus de 180 jours sur le territoire taïwanais. Il faut vraiment que tu bouges. Si tu prends un visa entrée multiple, c'est que tu es sûr et certain que tu vas bouger. J'ai appris que, en vrai, je pense pas que je puisse trop dire ça, je suis pas sûre de moi, donc je vais pas trop m'avancer, mais je sais que tu peux prolonger ton visa, mais je crois que si tu sors du territoire avec ton visa entrée simple, de ce qu'on m'a dit, ton visa il expire automatiquement. Donc pour faire la demande, t'es pas sur place, t'es pas en France, donc c'est un peu compliqué. Après, je sais pas. Faut demander aux ambassades. Bref, une fois que t'as ton visa, ton billet d'avion, tu commences à faire tes valises, les gars. Si t'es une fille et si t'es comme moi, mais prenez-y grave à l'avance. Je me suis pris 1 semaine à l'avance. 1 semaine. Pendant toute la semaine, j'ai pleuré. Je pars 6 mois. Comment tu veux que je prenne 6 mois de bac? C'était trop compliqué. C'était vraiment difficile. Et aussi pour le billet d'avion, prenez-y à l'avance. Mais si tu viens à Taïwan, ça sera cher. Si tu viens côté Asie, ça sera cher dans tous les cas. Après, moi, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à me dégoter un billet à 800 €. Et 800 € vraiment. J'ai eu la chance de prendre un billet. Après, j'en ai douillé. Voilà, je vous dis. J'ai eu un billet à 800 €. J'ai eu le droit à 2 bagages en soute. J'étais trop contente. Mais après, j'ai douillé.
J'ai vraiment douillé. Donc attention, prenez aussi une assurance voyage. Je sais qu'on est pauvre et malheureux, mais prenez une assurance voyage. Prenez, c'est trop important. Moi, heureusement, j'ai pris. Les gars, vous partez à l'étranger, vous restez 6 mois. Prenez une assurance. Parce qu'on va perdre vos bagages comme ça, là, et après, toi, t'as pas d'assurance, tu vas faire comment? Non. Qu'il y ait tes bagages et ton billet d'avion qui soient compris dans le truc, même si les assurances, elles sont chères, prends. Vraiment, t'as pas le choix, là. Là, tu t'hésites. Tu dis, non, mais en vrai, je suis sûre de partir. Non, prends. Quitte à ce que tu payes et que tu payes pour rien, prends. Parce que crois-moi que si t'arrive un truc, tu seras bien content d'avoir ton assurance sur ton dos. Pour les bagages, c'est difficile de les faire. Prends pas trop de trucs en vrai. Prends pas trop de trucs parce que si c'est difficile de faire tes valises à l'aller, ce sera encore plus difficile au retour parce que quand tu vas arriver, tu vas dépenser, tu vas acheter plein de trucs. Si tu comptes partir à l'étranger, faire des voyages, etc., tu vas ramener plein de trucs. Si tu vas au Vietnam, si tu vas en Thaïlande, si tu vas en Chine, tu vas acheter plein de vêtements. Vraiment, ici, il y a tout. Il y a les 7-Eleven, les Family Mart, les petites épiceries là où tu peux décoter tout et n'importe quoi, tu sais même pas d'où ça sort. Mais par contre, il y a des trucs de la France que j'aurais vraiment aimé prendre, genre du chocolat. Des petits trucs, tu vois, des petites friandises et tout, des petites chips, des petits machins, parce que c'est pas tout à fait pareil. Et si tu veux vraiment le truc, faut que tu le cherches et que ça coûte plus cher et c'est chiant. C'est mieux si tu l'as dans ta valise. Après, ça dépend, c'est selon toi. Genre, prends des trucs qui te rappellent chez toi et commence aussi, si t'es en dortoir, à prendre des produits ménagers. Genre, pas des balais et tout, hein, mais genre des lingettes, des gants ou des petits trucs comme ça, parce que quand tu vas arriver, tu vas faire le ménage. C'est le premier truc que tu vas faire, c'est quand tu vas t'installer en dortoir et même en appartement, en vrai de vrai. Donc, c'est vrai que c'est moins cher ici, mais moi, c'est ce que j'avais pris. J'avais pris quelques trucs et j'étais bien contente quand je suis arrivée de les avoir avec moi et de pas avoir à racheter. Je pense que dans un prochain épisode, j'expliquerai mes premiers jours ici et ma sélection de cours, comment ça s'est passé, le choix des cours, comment on teste les cours, machin, comment ça se passe. Et j'espère que mon blabla et tout ce que j'ai dit, bah, ça pourra te donner une vision un peu plus approfondie sur comment ça se passe pour partir à l'étranger. Et faut t'y prendre à l'avance, faut vraiment s'y prendre à l'avance, faut vraiment se préparer. Après, en vrai de vrai, t'as le temps, tout est bien organisé, mais une fois que t'es dedans, le temps il passe comme ça. Donc il faut se préparer. Et franchement, si t'as envie de venir et que t'hésites, mais fonce en fait. N'hésite surtout pas, ça va être super bien. Vraiment, fonce. Et je te vois dans une prochaine vidéo. On parlera un peu plus en profondeur de ma fac.